Le CRTL soutient la diffusion de cette émission qui démystifie les technologies langagières. La plupart d'entre nous avons troqué le crayon pour le clavier et le papier pour l'écran. Et pour communiquer ensemble, on utilise souvent les technologies. Et le plus souvent, les technologies langagières. Mais quelles sont-elles? Nous avons maintenant en studio pour en parler Donald Barabé, le président du conseil d'administration du CRTL et ancien vice-président du Bureau de la traduction du Canada. Bonjour, M. Barabé. Bonjour, Mme Olivier. On vous a même nommé ambassadeur du secteur langagier canadien. Donc, qu'est-ce que le secteur langagier canadien? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le secteur langagier, c'est le secteur de l'économie mondiale qui connaît la plus forte croissance, et ça depuis des décennies. Et ça ne ralentira pas. Alors, pour le définir, en quoi ça consiste, c'est essentiellement 5 grandes activités: la rédaction, la traduction, l'interprétation, la formation linguistique et le développement des technologies langagières. Dont on va parler plus abondamment. Dont on va parler plus abondamment. Alors, et tout ça, ça place ce secteur-là au cœur de la société de l'information. Mm-hmm. Et pour vous donner une idée de ce qu'est la société de l'information aujourd'hui, il se crée chaque jour, 365 jours par année, 2,5 quintillions d'unités d'information par jour. Alors, un quintillion, c'est 10 à la 30, donc 1 suivi de 30 zéros. Et des unités d'information, juste pour vous donner un exemple de ça, tous les jours, il se télécharge sur YouTube l'équivalent de 65 ans de vidéos, tous les jours. Oh là là! Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs de cette information-là. Finalement, exact. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et vous, au quotidien, c'est quoi votre utilisation des technologies langagières? L'Internet, c'est une technologie langagière. Et voilà. Okay. Alors ça, c'est celle que... Il y a presque 4 milliards d'habitants de la planète qui utilisent l'Internet là, maintenant. Alors, c'est une des principales technologies langagières. En fait, il y a 4 technologies langagières fondamentales dans l'histoire de l'humanité. La première, elle date de plus de 100 000 ans. C'est le langage. En quoi est-ce une technologie? Parce que, par exemple, le langage est composé de 3 choses: la parole, l'écrit et l'image. Mm-hmm. Par exemple, les peintures rupestres des hommes des cavernes, c'était du langage, c'est de la technologie, c'est ce qui permet, c'est un code qui permet de donner de l'information. Ah oui. Alors, la première technologie, donc, dans un sens, entre guillemets un peu, c'est le langage. La deuxième, qui date de 5600 ans, c'est l'écriture. Mm-hmm. Et la troisième, qui date d'à peu près 500 ans, c'est l'imprimerie. On pourrait dire 2000 ans parce qu'elle a été inventée par les Chinois, mais c'est celui qui a donné son envol, c'est Gutenberg, il y a à peu près 500 ans. Et la quatrième, c'est l'Internet. Tous les systèmes de communication actuellement, de partage d'informations, sont basés sur ces 4 technologies-là. Toutes les autres technologies sont dérivées de celles-là. Alors, on parle, par exemple, plus précisément dans les technologies langagières, on parle d'outils de gestion des documents. Mm-hmm. Par exemple, des outils qui permettent de dépouiller la jurisprudence. Mais je vous arrête sur ça parce que là, il y a tout un monde que vous venez d'ouvrir et on va y revenir un peu plus tard ensemble, si vous voulez bien. Merci beaucoup, M. Barabé. C'est un plaisir. Nous voici maintenant avec 2 experts des technologies langagières. J'ai nommé la chercheure et professeure de l'UQO, Marie-Josée Goulet, ainsi que le président et co-créateur d'Antidote et président de Druide Informatique. J'ai nommé Éric Brunel. Bonjour à vous deux d'être ici. Merci beaucoup. Bonjour, Mélanie. Et donc, quels sont vos intérêts de recherche dans les technologies langagières précisément? C'est un vaste domaine.
Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier? Bien, je m'intéresse aux outils informatiques qu'on utilise pour rédiger des textes, pour produire des documents. Je m'intéresse aussi à la transformation numérique de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, la transformation numérique de l'écriture? Bien, ça veut dire qu'on utilise de plus en plus d'outils pour rédiger, hein, alors qu'auparavant, c'était le crayon et le papier. Et là, les outils se multiplient dans l'interface de travail. En même temps qu'on écrit également à l'écran, on communique par courriel ou avec d'autres moyens, avec des collègues ou des amis. Donc, l'activité de rédaction se transforme et ça a probablement des implications d'un point de vue ergonomique et même cognitif. Puis, je m'intéresse aussi à une forme plus particulière de rédaction, qui est la rédaction web. Donc, c'est la production de contenu spécifiquement pour les sites web. Qui est différente que du contenu qui sera imprimé. Oui, bien sûr, parce que tout ce qui concerne le web est du contenu qu'on a délinéarisé, hein, c'est du contenu en continu et par couche également. Donc, ça implique des adaptations pour l'organisation des informations et aussi pour le morcellement des différents contenus qu'on veut communiquer. Donc, il y a beaucoup de sujets, finalement, à explorer là, avec ces trois aspects-là. Puis, la rédaction, finalement, hein, c'est un des éléments du grand domaine langagier tel que l'a défini M. Barabé tout à l'heure. Mais justement, les rédacteurs professionnels utilisent beaucoup des outils, j'imagine, comme Antidote. Et pourquoi avoir pensé, là, je vous ai comme parlé des rédacteurs, mais pourquoi avoir choisi et pensé à créer un logiciel comme Antidote? Bien, c'est une impulsion technologique d'une part et patriotique d'autre part, l'amour de la langue française, mais aussi la réalisation en 1985, au moment où je faisais ma maîtrise en informatique, que les ordinateurs, avec la sortie du Macintosh, entre autres, qui venait juste de sortir, que les ordinateurs allaient vraiment devenir le creuset de nos textes, là, que ce ne serait plus juste pour des spécialistes, mais que tout le monde, ma mère, mon père, ma sœur et vos enfants auraient tous des ordinateurs chez eux et ils écriraient tout avec ça. Donc, on avait besoin de quelque chose de plus que les simples traitements de texte qui traitent la forme du texte. Alors, on avait la technologie pour le faire. On avait déjà du TAL à l'époque, du traitement automatique de la langue. Alors, il s'agissait de l'appliquer spécifiquement au problème, dans mon cas, de la correction, mais qui est devenu, à mesure que je le développais, qui est devenu plus un outil d'aide à la rédaction avec les dictionnaires et les guides qu'on connaît dans Antidote. Donc, vous avez vraiment mis en place tout un système grâce à vos deux passions, finalement, l'informatique et la langue. Exactement. C'est ça qui vous a conduit. Et grâce à toute une belle équipe de linguistes qui travaille avec moi. Oui, parce que ça prend qui pour créer un logiciel comme Antidote? Quel type de personnes? D'abord, du côté création, ça prend des linguistes et des informaticiens, et idéalement des gens qui sont capables de s'asseoir entre les deux domaines, un peu comme moi. Et bien sûr, du côté diffusion, ça prend toute une équipe commerciale qui travaille très fort pour que tout le monde le connaisse. Donc, il y a la création du logiciel, il y a le contenu et de le faire connaître, finalement. Exactement. Et même de franchir certaines barrières. Quand on a commencé, par exemple, les dictionnaires d'Antidote, ça ne passait pas du tout. Les gens, pour eux, un dictionnaire, c'est un livre qu'on ouvre et qu'on cherche alphabétiquement, et c'est tout. Il n'existait pas de dictionnaire informatique à l'époque, sauf le grand Robert à 1 500 $ avec une interface ésotérique. Et on parle des premières années d'Antidote, c'est quelle année à peu près? La toute première année, c'est 1996. OK. Donc, en 2016, donc c'est une année anniversaire. Le web a commencé en 1995, donc c'est très, très tôt. Et quelles sont vos principales préoccupations dans les recherches? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus ou qui vous dérange le plus, là, qui vous pousse à chercher un peu plus loin? Bien, sur le plan des idées reçues, par exemple, je suis un peu préoccupée par l'hypothèse selon laquelle, à force d'utiliser des outils comme les correcteurs automatiques, on va perdre notre langue ou notre faculté linguistique. Ça, c'est une opinion qui, à mon avis, n'est pas du tout fondée. Hein, pour pouvoir affirmer qu'on va perdre notre langue ou notre français à force d'utiliser des outils informatiques, bien, premièrement, il faudrait le prouver avec des données scientifiques. Et deuxièmement, je pense que le raisonnement est erroné parce que moi, lorsque j'utilise un logiciel de correction comme Antidote, je me sens comme augmentée. Hein, c'est Engelbart qui a commencé cette théorie-là de l'augmentation de l'intelligence humaine. Donc, avec plus de possibilités. Oui, exactement. Donc, je mentionne Engelbart parce que c'est lui qui a inventé, entre autres, la souris informatique et un paquet d'autres programmes informatiques. Et sa théorie de base, son postulat de base, c'était que les outils informatiques allaient nous permettre d'en faire plus, allaient nous permettre d'augmenter notre travail quotidien. Donc, je pense que si on se place dans cette perspective-là, on ne peut pas affirmer qu'avec les outils informatiques, on va perdre quelque chose. Au contraire, on gagne quelque chose.
Si je peux intervenir sur une note plus anecdotique, disons, une de mes motivations initiales, c'est que j'avais un cousin, carrément, qui m'avait écrit une lettre en anglais parce qu'il disait qu'il n'était pas assez à l'aise en français. Donc une des motivations... Pour cacher un petit peu ses faiblesses ou... Voilà. Okay. Donc, une des motivations, c'est d'aider les gens à être plus à l'aise, plus en confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. On a eu au début les mêmes réserves que Marie-Josée exprimait, c'est-à-dire des gens qui nous disaient « Oui, mais mon enfant ne saura plus écrire. Aujourd'hui, on a le contraire, des gens qui nous disent « J'ai appris tellement grâce à Antidote, je me suis amélioré. » Donc, la proposition s'est inversée. OK. Donc, le logiciel fait plus que de nous poser les questions ou de nous aider à nous réviser, mais il nous accompagne finalement. C'est ça, c'est vraiment un outil. Oui, c'est qu'en fait, c'est une utilisation interactive. Et c'est ce qu'on oublie parfois lorsqu'on pense aux technologies langagières. On imagine un robot qui va tout faire à notre place. On n'est pas du tout rendu là. Puis bon, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va se rendre là. Pour moi, le film La Matrice, où les machines prennent le contrôle sur les humains, c'est vraiment une fiction. Ce que je veux dire par là, c'est que pour reprendre l'exemple d'Antidote, parce que beaucoup de gens le connaissent, il va nous souligner des passages, nous proposer des explications, nous poser des questions, et ultimement, c'est à l'utilisateur de prendre une décision. Donc, c'est une interaction entre l'ordinateur ou le logiciel et l'humain ou le rédacteur. Bon, puis là aussi, je voudrais préciser que, évidemment, je suis professeure de rédaction, alors je ne fais pas la même utilisation d'Antidote qu'une personne, par exemple, qui est en apprentissage de la langue. Mais personnellement, imaginez là, que j'ai un rapport de 20 pages à remettre il y a 2 jours. Si Antidote peut m'aider à uniformiser la typographie et l'orthographe, parce que maintenant, on se bat avec 2 orthographes, bien ça peut me permettre de faire autre chose plus rapidement et peut-être même mieux. Et il y en a beaucoup, justement, de ces rédacteurs-là professionnels dans notre environnement en Outaouais et au Canada aussi. Et quel rôle jouent-ils, ces gens-là? Bien, les rédacteurs professionnels qui, comme moi, utilisent toutes sortes d'outils informatiques, ont un rôle clé à jouer dans ce que M. Barabé appelait la société de l'information, qui est un quasi-synonyme là, de la société du savoir, parce que les rédacteurs, ce sont eux qui transforment l'information ou le savoir en produit de consommation, à savoir les textes. Par exemple, une publicité, justement, du logiciel en question, bien, ça prend quelqu'un qui va transférer l'information. Exactement, exactement. Donc, toute cette en fait, une grande part de l'information de la société de l'information est écrite. Alors, pour écrire cette information-là, ça prend des rédacteurs. Moi, je les appelle rédacteurs professionnels, tout simplement pour signifier qu'ils le font dans le cadre du travail. Je les appelle aussi parfois les travailleurs du texte, mais l'expression ne s'est pas encore répandue à travers le monde. Et ça, c'est une autre de mes préoccupations, Mélanie, à savoir que les travailleurs du texte sont nombreux. Ils ont un rôle clé à jouer dans notre société de l'information ou du savoir, mais ils sont méconnus. Ils sont méconnus et je sais qu'ils sont nombreux puisque j'ai eu aucune difficulté à en recruter 400 pour un sondage. Donc, je pense qu'il en existe au moins 50 000 au Canada si je me base sur les dernières données de Statistique Canada. On sait aussi qu'ils ont une expertise. Bien sûr, en communication écrite, ils doivent rédiger des contenus, mais aussi en design visuel, que ce soit pour le papier ou pour le web. OK. Et donc, ces gens-là utilisent les technologies langagières, mais aussi les citoyens dans leur communication au quotidien peuvent aussi utiliser un logiciel comme Antidote. Bien, si je prends le chiffre de 50 000, je sais qu'Antidote a maintenant plus de 900 000 utilisateurs. 900 000 utilisateurs. Il doit bien y avoir des gens qui ne sont pas des professionnels là-dedans. Donc, c'est destiné à un peu tout le monde, les étudiants qui écrivent leur rapport pour Marie-Josée ou les traducteurs professionnels. On a beaucoup de gens à l'OTIAC. Donc, c'est destiné à tout le monde. Aussi bien aux gens qui ont des besoins poussés, comme le dictionnaire de concurrence ou les filtres comme ça. Ou les synonymes. Les synonymes, ça, c'est plus général déjà. Les gens connaissent bien l'utilisation des synonymes. Okay. Donc, c'est pour un peu tout le monde. Au moment où on écrit, on utilise ça pour nous aider à savoir ce qui existe dans la langue. Un des aspects intéressants, par exemple, c'est que la nomenclature d'Antidote, c'est 127 000 mots. C'est plus que pas mal tous les dictionnaires papier, beaucoup plus, de sorte qu'on a tendance, et on en ajoute régulièrement dans des mises à jour gratuites. Donc, ça enrichit le vocabulaire plutôt que d'appauvrir finalement l'écriture, ça peut enrichir le vocabulaire des gens. Et on peut même l'utiliser dans le courriel directement pour certains logiciels. Tout à fait. Donc,
Il y a l'anti-oups qui va vous éviter de dire « oups » après avoir envoyé un courriel. Finalement, pour que la langue continue à garder sa qualité et finalement continue à s'enrichir, on peut utiliser les technologies à bon escient. J'aime bien l'aspect où les gens nous disent « j'ai pris plus confiance en ma langue et j'aime mieux écrire maintenant qu'avant ». Ça, je trouve ça très bien. C'est une approche. Un petit mot de la fin. Les recherches vont vous amener... Entre autres, moi, j'aimerais savoir si on peut faire un usage éclairé de ces technologies langagières. Ça va être la question finale de cette rencontre-là. Merci beaucoup, usage éclairé. Merci beaucoup à vous deux. Merci Mélanie. Nous avons à nouveau en studio avec nous Donald Barabé et je vous propose de répondre à la question de Marie-Josée un peu plus tôt. Donc, est-ce qu'on utilise de façon éclairée les technologies selon vous en traduction, par exemple? En traduction, il y en a deux grandes technologies, les mémoires de traduction, qui sont plutôt réservées aux traducteurs professionnels, et il y a la traduction automatique, là, que tout le monde peut utiliser. Mais là, ça dépend. Il y a des gens qui en font un usage meilleur que d'autres, hein, ça c'est sûr. Par exemple, pour ne pas la nommer, Google Traduction, qui est en ligne gratuite, il y en a d'autres aussi. Donc, vous souriez en pensant à ce type de logiciel-là. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Bien, c'est sûr, les gens ont des attentes extraordinaires face à la traduction automatique. Vous savez que c'est l'application d'intelligence artificielle qui est la plus utilisée. Alors, il se traduit 100 milliards de mots par jour sur Google Traduction actuellement, ce qui est des milliers de fois ce que tous les traducteurs professionnels de la planète traduisent chaque jour. Alors, ça a une grande utilité, mais c'est sûr que ça a des limites. La langue, c'est complexe, et l'être humain manie bien cette complexité-là. La machine, elle, beaucoup moins. Dépendant des fois. Est-ce que c'est à tout coup à mettre aux poubelles ce qu'on voit dans les traductions automatiques comme ça, ou c'est quand même... Non. Pas du tout, non. Par contre, c'est un peu une roue de fortune. Alors, si vous mettez une phrase dans un logiciel de traduction automatique et vous la faites traduire, ce qui va sortir, il va vous sortir quelque chose. Si vous la remettez 15 minutes plus tard, il ne sortira pas nécessairement la même chose. OK. Alors, parfois, on tombe sur le gros lot, comme en roue de fortune. Parfois, on tombe sur un prix coco. D'où l'intérêt d'être écliré dans l'utilisation, finalement, des technologies. Absolument. Et être éclairé, c'est pas juste pour l'utilisateur, c'est aussi pour les producteurs des logiciels qui doivent se servir des réalités, justement, des usagers, j'imagine. Est-ce qu'il y a une différence, Marie-Josée, entre la réalité des usagers, ceux qui produisent les logiciels et les recherches qui sont faites? Oui, bien, dans mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait effectivement une coupure entre ce que l'industrie offre ou ce qui existe comme logiciel et ce qui est effectivement utilisé. Donc, pour reprendre l'exemple de la rédaction, dans le sondage qui a été conduit par mon équipe de recherche, on a constaté que certains outils étaient presque jamais utilisés. Je pense, par exemple, aux mémoires de rédaction. Hein? Donc, c'est la même chose, finalement, que les mémoires de traduction. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi un mémoire? Une mémoire de rédaction, c'est en fait un logiciel qui emmagasine des contenus qui sont rédigés soit par un ou plusieurs utilisateurs et qui peuvent être réutilisés au moment opportun où on rédige le même genre de texte. Okay. Donc, ça peut être très utile, par exemple, pour les rapports annuels où il y a souvent des contenus qui reviennent, dans les documents techniques aussi, comme les manuels d'utilisation. Donc, des paragraphes complets qui reviennent d'une version à l'autre. Exactement. Et dans tout le domaine administratif, là, par exemple, dans la fonction publique, on peut imaginer que ces logiciels-là pourraient être très utiles, mais ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'ils étaient pratiquement jamais utilisés. Donc ça, c'est pour ne donner qu'un exemple. Puis pour revenir à la traduction automatique, effectivement, hein, comme vous le disiez, c'est disponible hein, gratuitement maintenant. Il y a Google, il y a Babelfish, il y a même un moteur de traduction intégré à Microsoft Word. Donc tout le monde peut maintenant utiliser la traduction automatique. Mais je suis d'accord avec M. Barabé qu'il y a des limites hein, à ces logiciels-là. Et actuellement, même si ces technologies-là sont très performantes d'un point de vue technique, hein, d'un point de vue purement technique,
on en connaît très peu sur les limites, les risques et même les possibilités que peuvent offrir la traduction automatique, parce que même si on peut poser l'hypothèse qu'il y a des limites, on peut aussi poser l'hypothèse qu'il y a de grandes possibilités. Pour donner un exemple très spécifique, je vais me prendre en exemple si vous permettez. Lorsque je rédige des textes en anglais, des textes scientifiques là, pour publication savante, je trouve ça assez difficile. En fait, je trouve ça beaucoup plus difficile que de rédiger en français. Et j'ai récemment fait une petite expérience. Je me suis dit, bon, je vais me faire plaisir, rédiger mon article en français. Je vais par la suite l'offrir à Google Traduction, voir ce que ça donne. Et comme j'ai une connaissance assez avancée de l'anglais, je vais réviser ce texte-là moi-même, ce qu'on appelle la post-édition. Donc, vérifier les éléments à corriger pour faire du sens et être vraiment français dans la fluidité. Exactement. Et comme je connais le sens que je veux livrer, parce que c'est moi qui ai rédigé le texte, je suis bien placée pour faire la correction de ce texte-là. Mais là, on parle ici d'une personne qui sait ce qu'il a écrit et qui est capable de réviser dans la langue seconde. Mais c'est une utilisation où il y a peut-être des possibilités intéressantes. Des possibilités, oui. Oui. Mais au bout du compte, étant donné la complexité de la langue, de toutes les langues, ce sont des logiciels qui nous permettent d'avoir une idée de ce dont le texte parle, l'original parle. Mais si on ne peut pas s'attendre à avoir une traduction professionnelle avec ça. Mais je vous arrête, on pourrait peut-être dire que c'est un logiciel d'aide à la lecture. D'aide à la lecture, d'aide à la compréhension. Oui. D'aide à la compréhension. Et c'est très utile. Regardez actuellement avec ce qui se passe avec le flux de migrants en Europe. C'est utilisé énormément et c'est très utile. Au bout du compte, les gens se comprennent. Alors, certains linguistes estiment même que grâce à la traduction automatique, ou que la traduction automatique sera la dernière lingua franca qu'aura connue l'humanité. Ce qui veut dire? Alors, une lingua franca, c'est la langue la plus usitée, celle qui a le plus de prestige et tout ça. L'anglais en ce moment. L'anglais en ce moment, le latin avant, le grec auparavant. Ça deviendrait la norme. Ça deviendrait... En fait... Donc, si je comprends bien, la langue traduite automatiquement deviendrait la norme. Deviendrait la langue la plus utilisée sur la planète. Ce qu'on veut dire par ça, c'est tout simplement, c'est qu'au lieu d'apprendre une autre langue, alors, on a tout simplement passé le message dans le logiciel de traduction automatique et on va se comprendre suffisamment pour se comprendre. Le suffisamment est important. Il y a comme un degré de satisfaction attaché à ça. Et les linguistes à qui qu'on taxe de naïveté disent bien, écoutez, quand vous parlez une langue seconde ou une langue troisième, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Vous êtes dans l'approximation. Alors, de la même façon de que la même façon, automatique. de la même façon. Alors, ça aura peut-être cette possibilité-là. C'est très intéressant. Donc, il y a différentes utilisations possibles, autres que celles qui sont prévues au départ par ceux qui développent les logiciels. Mais est-ce que les traducteurs traduisent moins bien aujourd'hui, puisqu'il y a tant de technologies à leur portée? Absolument pas. Au contraire, ça permet de donner des possibilités auxquelles on ne pense pas parfois. Mais pourquoi alors on voit toutes ces publications de traduction loufoque, de mauvaises traductions? Quand je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui utilisent ça un peu imprudemment. Alors, vous savez, le mythe du ordinateur traduis-moi ça, ça existe encore. Ah, c'est pour ça. Le mythe Star Trek, la traduction existe encore. Le côté éclairé n'est pas là. Le côté éclairé n'est pas là. Alors, les gens s'imaginent que ce qui sort de la machine, c'est parfait. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est pas de même avec nous. La post-édition, finalement, est importante. Vraiment une approche... Une vraie révision humaine, ça, c'est très important. Mais ce n'est pas une raison, à mon avis, pour freiner la démocratisation des technologies langagières. Mais il faut que nous aussi, les ambassadeurs des technologies langagières, on fasse ça de manière éclairée. Puis, à mon avis, pour le faire de manière éclairée, ça prend des recherches. Ça nous prend des données. Avant de pouvoir dire à monsieur, madame, tout le monde, allez-y, utilisez Google
en comparaison avec un autre outil ou ne l'utilisez pas, hein, parce que moi, je ne peux pas dire ça en ce moment sans preuve, bien, ça nous prend des recherches. Il faut faire des recherches dans des situations spécifiques et avec des utilisateurs spécifiques aussi. C'est ça, j'allais donc, demander, des expériences contrôlées. C'est des recherches, mais c'est pas dans les airs, c'est avec des gens qui les utilisent vraiment. Ben oui, c'est contrôlé ben oui, pour il faut pouvoir mesurer les limites et les possibilités aussi. Il recommandait à des gens comme M. Brunel, finalement, après, les éléments clés afin que l'usager soit bien en mesure de l'utiliser adéquatement, le logiciel. Bien oui, parce que la prochaine version d'Antidote, on ne sait pas, hein, mais c'est peut-être une version multilingue où on va rédiger, puis au fur et à mesure qu'on rédige, le logiciel va traduire. Pourquoi pas? C'est un monde de possibilités. Finalement. Exactement. Et qu'est-ce qui s'en vient en technologie langagière, vous pensez? C'est quoi qu'on s'attend? Le Star Trek de demain, là? Écoutez, il y a des quantités, il y a des sommes phénoménales qui sont actuellement consacrées à la recherche dans l'avancement de l'intelligence artificielle et notamment en traduction automatique pour que la machine apprenne des erreurs. La machine apprend. Que la machine apprenne. Okay. Alors, on parle ça de l'apprentissage profond, l'apprentissage neuronal profond. Et puis, alors, tout ça est dans le but d'améliorer le produit qui sort de ces logiciels-là. Et donner un meilleur accès à la connaissance, finalement, aux informations qui circulent. On vit actuellement dans la plus grande période de démocratisation du savoir et d'accès à l'information qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, grâce à ces technologies-là. Les technologies langagières. Langagières. Elles sont donc très importantes pour notre quotidien. Je suis d'accord. Très important. Excellent. Donc, je crois que ce qu'on va observer, c'est comment les utilisateurs se les approprient et comment les chercheurs continuent à inspirer finalement les producteurs de ces logiciels-là. Oui. Et continuons à aimer nos langues finalement, à les enrichir. Et les technologies. Et les technologies sans qui on ne serait pas ici. De la peinture rupestre jusqu'à finalement au logiciel comme Antidote. Absolument. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. On a pu éclairer les technologies langagières de différentes façons et je suis certaine que les gens qui nous ont écoutés en ont appris autant que moi au moins. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Les technologies langagières ont maintenant moins de secrets pour nous grâce à nos invités, M. Barabé, Mme Goulet et M. Brunel. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous et merci à toute l'équipe de production.